retrouvons donc dans la deuxième partie de Smart Bourse à 12h30 et nous avons le plaisir d'être en plateau avec Igor Demac, dirigeant associé chez Vital Épargne. Bonjour Igor Demac. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors c'est un sujet qu'on vient de traiter, qu'on entend depuis plusieurs mois. La séquence Banque Centrale cette semaine l'a encore montré. Là où les grandes banques centrales ont un objectif d'inflation de 2%, les événements récents, à savoir la pandémie, les goulots d'étranglement en sortir de pandémie, ou en tout cas une amélioration de la situation économique et sanitaire, et bien évidemment aujourd'hui le conflit en Ukraine, ont des effets inflationnistes forts. On est globalement sur une inflation qui dépasse les 5%, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Angleterre. La question qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on protège son portefeuille? Je rappelle que même s'il y a eu une augmentation du taux du livret A, maintenant il est à 1%, que les fonds en euros atteignent 2%, il faut pas être... Enfin, le calcul mental est assez vite fait pour comprendre qu'on perd de l'argent avec un certain nombre de placements traditionnels. Disons qu'en Europe, on a eu depuis maintenant quelques années l'habitude d'avoir une inflation très faible, entre 1 et 2, enfin plutôt proche de 1, 1,5. Donc, dans l'esprit d'un épargnant, en fait, ce n'était même pas un sujet. Ça l'est toujours, puisque c'est quand même une arme de destruction massive de l'épargne. C'est un coût indolore sur le capital. Mais, j'allais dire, 1, 1,5, ça n'entre pas dans le champ de vision d'un investisseur long terme qui a des placements assez risqués. Là, on ne peut plus faire l'économie de se dire « Ah oui, si ça dure, à 5, 6, 7, on est à 8 aux États-Unis. » C'est-à-dire que tous les ans, je perds ce pourcentage sur un capital, même si c'est du cash sécurisé. Alors, c'est là où, en fait, aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que ce régime va persister, parce que on a bien compris, il y a des chocs exogènes, endogènes, mais on est quand même sorti de 30 années de désinflation assez rapidement par deux chocs qui sont, certes, exceptionnels, mais qui se répètent. La pandémie, ce n'est pas une nouveauté, alors de cette ampleur-là, mais les grippes et les SARS sont depuis 20 ans dans les économies et dans l'humanité. Le conflit ukrainien, c'est pas la première fois qu'il y en a un. Des conflits, il y en a toujours eu. Des chocs pétroliers, il y en a eu en 67, il y en a eu en 73, 79, 90 avec l'invasion de Koweït. Là, la question, c'est de savoir comment on peut se protéger en termes d'épargne. Alors, il y a plein de mécanismes. Alors, je rappelle juste, si j'ai 100 euros à un instant T que je veux utiliser pour acheter, je sais pas, un stylo à 100 euros, que je le place sur un livret quelconque à 2% sur 10 ans, j'aurai 102 euros à la fin. Et si je suis sur une inflation à 5%, ce que je pouvais acheter 100 euros au moment où je l'ai placé coûte 105 euros. Donc en fait, je ne peux plus l'acheter, entre guillemets, j'ai perdu 3 euros. Oui, c'est simpliste, mais c'est le pouvoir d'achat qui diminue. Voilà, c'est-à-dire que si on utilise son épargne pour acheter des biens qui subissent l'inflation, on est au moins obligé d'avoir une épargne qui suive la trajectoire de l'inflation. Et c'est tout à fait vrai pour les revenus et les salaires, puisqu'il y a une trentaine d'années, les salaires étaient indexés, ce qui créait des effets de cavalcade de l'inflation. Bien sûr, oui. Dès que les prix augmentaient, les salaires augmentaient. Là, c'est plus le cas. Donc, c'est encore plus difficile. Et là, je parle pour le salarié qui n'a pas forcément beaucoup d'épargne. C'est que lui, il court après la hausse des prix. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand on est face à une inflation qui est supérieure à 5%? Parce qu'il y a quand même une règle qui est bien connue dans l'investissement financier, c'est que plus les rendements sont élevés, plus les risques sont élevés. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va vers on est dans une situation qui est particulière parce que les taux longs et les taux courts et la situation des taux n'incluent pas du tout cette prime d'inflation. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait beaucoup d'inflation, mais les taux d'intérêt étaient très élevés. Donc votre taux nominal, qui est composé d'une partie réelle et d'une anticipation d'inflation, prenait en compte le fait que les prix augmentaient. Aujourd'hui, vous n'avez pas de rendement, mais vous avez l'arme de destruction massive qui est toujours là, qui est là et qui vous mange votre capital. Et c'est là où, aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui commence à naître chez l'épargnant en se disant quels moyens j'ai, quel actif j'ai, quel risque je dois prendre pour au moins protéger mon capital contre peut-être pas 5 ou 6, mais déjà 3, 4, c'est énorme. Capitaliser tous les ans, c'est gigantesque, sachant que le taux sans risque est à 0 plus. Et du coup, la réponse, c'est quoi? C'est les marchés actions qui pourraient permettre de limiter la perte de pouvoir d'achat face à l'inflation? C'est l'immobilier dans certaines villes? Alors, il faut chercher des mécanismes d'investissement qui sont naturellement, juridiquement indexés à l'inflation. Alors, vous avez dit les actifs immobiliers physiques. Quand vous êtes propriétaire, le loyer est indexé avec l'IRL, etc. Vous avez sur les marchés cotés les obligations indexées inflation, qui sont généralement des obligations souveraines, des OAT, OATI. Bien sûr. Ça, naturellement, on récupère dans son rendement.
c'est pas forcément des placements accessibles à tout le monde. Alors, on en reparlera. Mais naturellement, l'actif, je dirais aujourd'hui, le plus profond et qui réplique le mieux l'inflation, c'est le marché action. Mais il y a une limite. C'est-à-dire que toutes les entreprises produisent des profits nominaux. C'est-à-dire qu'ils sont dans la sphère de prix. En revanche, s'il y a trop d'inflation, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas répercuter ces coûts. On voit bien sur les matières premières, etc. Quand c'est 1%, ça va. Donc on dit les marchés actions, c'est bien quand il y a l'inflation entre 2 et 4. D'accord. Parce que quand il y a l'inflation entre 2 et 4 et qu'il y a un peu de croissance, c'est absorbable. Le PIB se retranscrit dans les profits, donc dans la microéconomie, donc la macro passe à la micro, et les entreprises savent gérer. Là, on est sorti de ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dirais, il faut aller là où la dynamique de prix est le plus favorable pour certains modèles économiques. Alors, on pense tout de suite aux matières premières, donc les entreprises minières, où il y a pas mal d'entreprises de phosphate, d'engrais aux États-Unis, au Canada, qui sont au plus haut. Alors, j'allais dire, c'est presque un peu tard, mais je donne les clés de lecture, d'épargne. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller tout de suite aujourd'hui. Quand une matière première monte, il faut évidemment aller sur les producteurs. Ça a marché pour le pétrole, et puis avec la guerre en Ukraine, comme on a vu que beaucoup de pétroliers désinvestissaient de la Russie, il y a eu un contre-effet. Donc vous voyez, tout n'est pas mécanique. J'achète une société minière, le cours de la matière première, que je considère l'acier, ça va monter. C'est vrai, ArcelorMittal a beaucoup remonté depuis son point bas parce que c'est un aciériste et qu'on avait besoin d'acier au début d'année. Donc accompagner les entreprises qui elles-mêmes peuvent bénéficier de chocs inflationnistes. Voilà. Donc les matières premières, le prix augmente, on se met derrière une société minière ou d'engrais et on va naturellement être protégé. Mais ça, c'est pour les actions ? Ça, c'est pour les actions. Pour les obligations, il y a aujourd'hui disponible des fonds qui investissent sur cette thématique. Alors, il y en a partout, chez AXA, chez CPR Focus Inflation. Donc là, c'est globalement un OPCVM obligataire qui rassemble des souches obligataires qui sont indexées. On peut aussi le faire via des ETF. Lyxor, BlackRock, ces gens-là ont donc des produits liquides journalièrement qui sont des produits à base obligataire. Donc on n'est plus dans la sphère action, bien sûr, on est dans la sphère obligataire. Et là, vous avez naturellement une couverture et ça avait déjà pas mal marché depuis quelques mois. Ça risque de continuer à marcher puisque mécaniquement, ces produits sont indexés. Donc en fait, il faut chasser l'inflation, quoi. Il faut aller chercher l'inflation. Oui, il faut aller la chercher. C'est pas évident. Les actifs immobiliers, les sociétés foncières doivent en bénéficier puisque les loyers sont indexés. Mais il y a une limite. Vous savez, l'inflation, c'est l'image du tube de Don Stiefries, ce fameux banquier central allemand. Quand il sort du tube, l'inflation, et c'est la maîtrise de cette inflation. Parce qu'une inflation galopante, c'est mauvais pour tout le monde. C'est-à-dire que ça voudra dire forcément un scénario récessif. Et là, je reboucle avec la question de la récession. C'est que même si on n'est pas en récession et qu'il y a toujours 2% de croissance, puisqu'on est en train de réviser, notamment à cause de la crise des matières premières, mais aussi à cause de l'impact des sanctions, bien sûr, qui ont, par exemple, beaucoup affecté le secteur bancaire, on va avoir une Europe qui va croître à 2. On passe de 4 à 2, je schématise. Mais on avait un acquis de croissance de sortie de crise pandémique de 2. Donc, en fait, en théorie, on est déjà au bord d'une situation qui est en pratique récessive. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans les indicateurs de confiance, dans les indicateurs de prise de commande, comme c'est des indicateurs retardés, ça va le premier semestre. On va voir. Et alors, il nous reste une vingtaine de secondes. Quand on est dans un choc inflationniste, on chasse l'inflation. Quand on se retrouve en récession, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est le mauvais. Non, c'est le mauvais scénario. Ça, c'est pour ça que les banquiers centraux sont très attentifs. C'est qu'il ne faut pas que l'inflation et les conséquences de ce conflit se traduisent en récession, parce que là, pour un investisseur, il y a la pierre, il y a le cash, et j'allais dire, il n'y a pas grand-chose d'autre. Peut-être l'or, mais on est dans une situation assez difficile. On n'y est pas encore, mais merci beaucoup Igor Demac. Je rappelle que vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.